Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme d'aujourd'hui, la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. C'est un match retour qui tombait à point nommé un an après la première rencontre entre les présidents russes et français au château de Versailles. C'est dans les fastes du palais de Constantin, près de Saint-Pétersbourg, théâtre du G20 en 2013, qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont retrouvés jeudi. En fin de journée, la France était également l'invité d'honneur du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement qui permettait de renouer des relations entre Moscou et Paris, mais également d'évoquer les points d'achoppement. Et entre la question ukrainienne, l'affaire Skripal, le nucléaire iranien et la Syrie, les sujets ne manquaient pas pour combler cette visite express d'à peine 48 heures. Mais Emmanuel Macron peut-il vraiment peser sur la scène internationale ? Quelle partition Vladimir Poutine est-il en train de jouer? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mon invité, Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Pierre-Yves, pour vous présenter, vous êtes fondateur du Cercle Aristote, un cercle qui organise de très nombreuses conférences et également directeur de la publication de sa revue Perspective Livre. Pour commencer, Pierre-Yves Rougeron, dans quelle position pensez-vous que Vladimir Poutine se trouve au moment où Emmanuel Macron le rencontre ? Vladimir Poutine a été réélu triomphalement. Son administration aujourd'hui, vu que les célébrations de début mai sont passées, son administration est maintenant connue, elle est installée. Donc on va avoir un énième duo Poutine-Medvedev, mais avec tout de même un Medvedev très affaibli, quoi qu'on en pense. Donc Medvedev, c'est plutôt la branche dite occidentale ou, disons, européenne, et dans les faits, pro-allemande, dans le cas de Medvedev, et qui est assez affaibli. Les hommes des réseaux de force, c'est-à-dire tout ce qui est GRU, FSB et armée, seront au premier plan de ce mandat de Vladimir Poutine, dont certains pensent déjà qu'il sera le dernier, peut-être faut-il pas, c'est un peu tôt pour le présumer. C'est un Vladimir Poutine au fait de sa popularité, au fait de son pouvoir. Le bloc patriotique a fait à peu de choses près 97%. Entre 97 et 98 en tout, tous les partis patriotiques, donc le parti du président et le parti communiste qui est son principal rival, les forces pro-occidentales ont fait 2%. Donc c'est un Vladimir Poutine renforcé, mais c'est un Vladimir Poutine inquiet sur le dossier iranien, inquiet sur l'évolution possible du dossier syrien, non sur la victoire sur les islamistes qui elle est acquise, mais sur comment la Syrie va évoluer, comment certains alliés un peu turbulents, et l'Iran en particulier, pourront être ménagés et en même temps légèrement écartés pour ne pas entrer dans une zone de conflit direct avec Washington et avec, par exemple, Tel Aviv. C'est aussi un Vladimir Poutine inquiet, entre autres, de ce qui s'est passé récemment en Arménie, qui était une révolution colorée, soft par rapport à celle que nous avons connue. Donc, un Vladimir Poutine qui sait, ça j'en suis intimement persuadé, et son administration avec lui, que l'Occident va mettre le maximum de pression sur ce mandat, croyant ou espérant que ce mandat sera le dernier, pour d'ores et déjà faire pression sur son successeur. Alors justement, vous expliquez la pression exercée par l'Occident. On se rappelle que quelques jours avant l'élection de Vladimir Poutine, l'affaire Skripal a éclaté en Grande-Bretagne avec un ex-agent double russe d'origine qui a été empoisonné avec sa fille. On a vu récemment que sa fille était sortie d'affaire. Son père, visiblement, lui aussi l'était, même s'il mettait un peu plus de temps à se rétablir. L'OIAC, l'organisme international, a déclaré que le poison qui semblait être du Novichok ne permettait pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agissait donc d'un empoisonnement de la part des Russes. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que le forum économique qui est organisé à Saint-Pétersbourg va commencer et une enquête
révèle, plus de 3 ans après le crash du vol de la Malaysia Airlines en plein conflit ukrainien, qu'il s'agirait de missiles russes qui seraient à l'origine du crash de l'avion. Est-ce qu'on peut mettre ces deux rapports en parallèle, justement? Et est-ce que, finalement, on n'a pas le sentiment qu'à chaque fois que la Russie va devenir le centre du monde, les Occidentaux vont faire en sorte, enfin les Occidentaux, je me comprends, et le public nous comprendra bien sûr, vont systématiquement chercher un petit point, un petit élément pour jeter le discrédit quelque part et pouvoir nuancer les victoires potentielles de Moscou? C'est la stratégie du coup de pied de l'âne. Alors, cette affaire Skripal qui a un côté assez sympathique, parce que ça fait longtemps qu'on ne nous avait pas fait le coup de Lazare sorti de sa tombe, parce que je rappelle qu'au tout début, les premières dépêches, c'était 2 morts, puis après, 1 mort et une comateuse, et maintenant, c'est 2 ressuscités. La médecine britannique est très en pointe depuis le Brexit. Mais non, ça nous avait valu cette affaire, cette opération, entre guillemets, paix de lapin en Syrie, qui était les fameux bombardements où Donald Trump et à la rigueur Theresa May, qui devaient se sortir entre autres de cette affaire. Et de bien d'autres choses en politique intérieure. Et de bien d'autres choses en politique intérieure, dont le scandale Stanford, avaient, disons, utilisé ce brouillage comme but de guerre. Et Emmanuel Macron avait suivi, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron ne pèsera pas, il n'a pas de but. Sa diplomatie n'est pas hollandiste au sens où elle n'est pas grevée d'une imbécilité droit de l'homiste, elle est juste une diplomatie bougiste. Le mouvement pour le mouvement. C'est pour ça d'ailleurs, n'ayant pas de but à atteindre, qu'elle n'obtiendra rien. Cette stratégie du coup de pied de l'âne de l'Occident qui ressuscite donc l'affaire du vol abattu, il y a toujours, nous, dans le dernier numéro par exemple de Perspectives Libres, nous avons interrogé un grand intellectuel hollandais qui a travaillé, la majorité des victimes de ce vol étaient hollandaises, sur ce cas qui n'a pas, au vu des mêmes dossiers, tout à fait les mêmes conclusions. Dès le début, la plupart des analystes, quel que soit leur camp, par rapport au dossier ukrainien, ont beaucoup plus pensé que les Ukrainiens avaient tout intérêt à abattre cet avion. Ensuite, objectivement, ça jette le discrédit sur la Russie, mais ça le jette aux yeux de qui? D'une opinion occidentale qui n'accorde plus de crédit à une part de ses élites et à leur communication, à une opinion multipolaire, c'est-à-dire celle qui est en dehors de la communauté dite internationale, mais qui est majoritaire, et qui s'en contrefiche. En un mot, l'élite occidentale qui a peur de Vladimir Poutine et des États émergents d'un point de vue général, parle à l'élite occidentale. Point. C'est... Quand on n'a pas de diplomatie réelle, on fait ce genre de choses tant qu'on peut se le permettre. Avant de continuer, Pierre-Yves Rougeron, je vous propose de regarder un petit résumé justement de ce crash d'avion qui s'est produit donc en juillet 2014. Le vol MH17, qui s'est écrasé le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, a été abattu par un missile sol-air de type Buk, fourni par la Russie selon les enquêteurs internationaux. Il a été tiré d'une zone de l'est de l'Ukraine, contrôlée par les rebelles pro-russes. Développé et produit en Russie, le missile Buk contient 70 kg d'explosifs, la portée de ses frappes est de 22 km. Le crash s'est produit près de la ville de Shakhtarsk, non loin de la frontière russo-ukrainienne, une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Parti de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le Boeing 777 de Malaysia Airlines était attendu à Kuala Lumpur. Ce drame a coûté la vie à 298 personnes. Alors ça a un mérite en tous les cas cette affaire, c'est que ça remet la question ukrainienne sur le devant de la scène qu'on avait quasiment oublié. Pour autant les combats continuent dans l'est de l'Ukraine. Et malheureusement, nous n'aurons pas le loisir d'oublier à nouveau ce conflit. Pourquoi? Pour 2 raisons. L'Union européenne s'oriente de plus en plus vers l'otanisation et le rapprochement à vitesse accélérée, avec pour but l'adhésion de l'Ukraine sous la pression de l'Allemagne. Bon, vieille géopolitique allemande, les plaines d'Ukraine sont un des buts stratégiques de l'Allemagne depuis des siècles. Bon. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au tout début de Maïdan, des hommes comme Klitschko étaient en liaison directe avec le BND, service spéciaux allemand. Nous n'aurons pas l'occasion d'oublier encore l'Ukraine parce que nous arrivons à des échéances électorales en Ukraine.
Et si on se parle franchement sur la situation du pays, c'est un pays qui a, et l'Union européenne le souligne, qui a aboli la corruption, vu qu'elle a élu les corrompus. C'est une manière. Hein. Puis de toute façon, vous savez, quand on fait diriger une commission par un ex-ministre luxembourgeois, on ne peut pas tout à fait donner des leçons à tout le monde à ce niveau-là. C'est une méthode de gouvernance, pourquoi pas. Ce pays a fait l'objet de ce que, dans le temps, on appelait la grande braderie à l'Est, c'est-à-dire une vente à la découpe entre différents clans d'oligarques qui vont s'affronter pour les chaises musicales électorales. Leur intérêt, quel que soit le clan qui l'emportera, est de faire monter le maximum la pression avec la Russie, parce que ça a au moins un avantage, c'est que l'ennemi russe évite de parler de la situation intérieure catastrophique et évitera également aux contribuables français particulièrement, parce que c'est lui qui va payer la note, de s'interroger sur l'aide macro-financière accordée à l'Ukraine par l'Union européenne, qui va être de plusieurs dizaines de milliards en tout, pour un pays qui est en train d'être dépecé, dont les parties utiles sont c'était toute la région qui était en lien économique avec la Russie. Toute cette région-là est de facto séparée de l'Ukraine, même si la Russie ne l'annexera pas. Voilà, nous allons éviter de parler de désastres ou de catastrophes. C'est juste que la nouvelle frontière de sang entre l'Europe de l'Est et entre l'Europe et la Russie passe aujourd'hui par Kiev, et l'Union européenne va jeter du sel sur cette plaie pour l'année à venir. Ça, c'est certain. Et Vladimir Poutine ne pourra pas éternellement être relativement doux, parce qu'il a été relativement doux par rapport aux moyens qui sont les siens en termes de pression. Pourquoi ? Parce qu'une partie de son propre état-major lui reproche cette passivité, entre guillemets. Alors justement, au fil du conflit ukrainien, l'Union européenne a été très sévère à l'égard de Vladimir Poutine. C'est ainsi que tout un wagon de sanctions a été décidé. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Vladimir Poutine à Versailles. Lors de sa première rencontre avec Emmanuel Macron, il avait évoqué cette affaire des sanctions. Vous avez posé la question par rapport à des sanctions contre la Russie. À quel point est-ce que ces sanctions peuvent aider à normaliser la crise au sud-ouest en Ukraine? Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables d'aider à trouver la solution à cette crise. Alors, profitant de cette occasion, je m'adresse à tous les mass médias de France, du monde, en disant qu'il faut lutter pour lever toutes les restrictions dans le domaine économique. Et c'est seulement que dans ce cas-là, que la politique puisse être libre et que l'économie étant sans restrictions et sans barrières puisse aider nous tous à restaurer le bon niveau et la bonne qualité de vie de nos citoyens partout dans le monde. Alors déjà, pour commencer, Pierre-Yves Rougeron, j'aimerais qu'on revienne juste sur le terme de sanctions, parce que finalement, sanctions, c'est des représailles. Donc les Russes auraient commis une faute. Oui. Donc les sanctions, on peut porter sur des personnes morales et sur des personnes physiques. C'est des gels d'avoirs, c'est des interdictions de transactions, c'est des restrictions de déplacement. Ça peut être une multiplicité de vexations du même type. Alors la diplomatie des sanctions, qui est une grande spécialité occidentale, qui est une grande spécialité européenne, a un sous-effet qui est un sous-effet très drôle et systématique. Sa totale inefficacité et son caractère contre-productif. C'est-à-dire, c'est pire que non efficace, c'est en plus contre-productif. Souvent, ça fait l'effet inverse. Ça n'a jamais fait tomber ou fait plier un seul régime, jamais. Et ça a obtenu généralement, de manière cumulative ou non, deux types d'effets fort sympathiques. Ça a bousillé la qualité de vie des populations visées, pourquoi pas. Et généralement, ça les a fait se solidifier derrière leur régime qu'on voulait abattre. Bon, intelligent. Et surtout, ça a pénalisé avant tout les entreprises des pays qui ont pris les sanctions. Alors, number one, les Français et les Italiens, qui ont été particulièrement pénalisés par les sanctions contre la Russie, les Allemands, une partie de l'industrie allemande, nous c'est l'agriculture qui a pris, une partie du circuit de TPE-PME italienne. Tout ça pourquoi ? Pour que
nos produits soient définitivement évincés du marché russe parce qu'ils se sont trouvés substitués par, généralement, des pays asiatiques. Bravo. Donc ce sont des places qui ne seront pas reprises. Ou par l'agriculture russe qui s'est considérablement développée, par ailleurs. Tout à fait. Et j'allais venir. Et tout ça, pourquoi ? Pour ne pas avouer, l'absence d'analyse. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions, comme toute cette diplomatie spectacle, est avant tout un refus d'aveu si vous voulez, de la mort de l'intelligence politique occidentale d'un point de vue général et européenne en particulier. Et française, n'en parlons pas. On ne pense plus, donc on utilise les sanctions, qui est le contre-coup de la diplomatie des droits de l'homme. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Et surtout, ça nuit terriblement à quelque chose qui faisait la force de la France, c'est que la France était un pays qui avait une parole sur la scène internationale. Aujourd'hui, c'est un pays qui suit. Or, une scène internationale, c'est exactement comme une salle de classe. Ce sont les élèves dissipés qui se font remarquer qui donnent le là. Les élèves qui suivent sont oubliés. Et malheureusement, la France est oubliée, Jupiter ou non. On revient rapidement sur ce que l'on a évoqué quant à l'agriculture russe, qui s'est considérablement développée. Ce n'est pas uniquement le cas de l'agriculture. On sait qu'en termes de médecine aussi, ils ont beaucoup évolué. On remarque finalement une progression vers une forme d'autosuffisance. Est-ce que c'est pour vous une garantie de souveraineté ? Alors, il y a beaucoup à dire dans le bilan de développement de Vladimir Poutine. Il y a eu aussi des échecs relatifs, les technopoles particulièrement. En réalité, Vladimir Poutine, dans ses années de pouvoir, a essayé de désigner alternativement différents secteurs de l'économie pour être le secteur pivot de la modernisation de l'économie russe, avec parfois des faits heureux, parfois des faits moins heureux. Mais on ne peut pas dire qu'il n'ait pas utilisé toute la gamme de la souveraineté. Il n'a pas de gopé, lui. Il ne reçoit pas sa fiche de travail de quelqu'un d'autre. Les grandes orientations de politique européenne qui sont le gentil manuel que la Commission a donné à Emmanuel Macron au cas où il ne saurait pas quoi faire de ses journées. Mis à part de très jolies photos qui intéressent de moins en moins de monde. Vladimir Poutine, et sans cela, il annonce, parce que beaucoup de gens ont tendance à le ringardiser en disant, voilà, bon, c'est un sous-produit de l'URSS, c'est une espèce d'URSS 2.0, c'est une chapka mal retaillée. En réalité, Vladimir Poutine annonce le type de chefs d'État qui seront les chefs d'État de l'avenir, c'est-à-dire des chefs d'État qui ont une pensée territoriale. Malheureusement, ce sont tous les chefs d'État qui parient sur leur sol, donc sur le vide, qui vont avoir un vrai problème de modèle de développement. Et malheureusement, ça veut dire toute l'Europe de l'Ouest. Alors justement, en parlant de développement, Emmanuel Macron avait rendez-vous pour sa deuxième journée de visite au Forum économique de Saint-Pétersbourg, un événement qui se tient là-bas tous les ans. J'imagine que les enjeux commerciaux sont nombreux entre la France et la Russie, surtout avec ces sanctions de part et d'autre. On va le voir après avec les accords sur le nucléaire iranien et leurs conséquences potentielles. Selon vous, justement, quels sont les principaux enjeux commerciaux entre nos deux pays ? Alors, en réalité, les enjeux entre la France et la Russie, d'un certain côté pour les entreprises françaises, c'est d'essayer d'être le minimum associé à l'État français pour l'instant. Parce que théoriquement, en projection extérieure, c'est quand même bien mieux d'avoir un État avec soi. C'est le cas des entreprises américaines, c'est le cas des entreprises chinoises, c'est le cas des entreprises russes, par exemple, quand elles font un partenariat technologique avec l'Inde et autres. Nous, malheureusement, à cause de la diplomatie européocentrée et aventureuse, voire fautive, même plus que maladroite, le but pour nos entrepreneurs qui traitent avec la Russie, c'est d'essayer de passer entre les gouttes des bêtises de nos gouvernants et des bêtises du quai. Premièrement. Deuxièmement, c'est d'essayer de maintenir les places que les sanctions ont amenuisées. Partenariat agricole, partenariat technologique,
partenariats d'infrastructures. Donner un exemple, les frontières de la Russie sont immenses. À une époque, Dassault avait essayé de vendre à la Russie des systèmes de détection aux frontières parce que la Russie est un pays qui, disons, craint à juste titre, parce que c'est toute son histoire, l'infiltration extérieure. Particulièrement dans des régions qui aujourd'hui sont travaillées par l'islamisme, Daghestan par exemple. On a aussi parlé du fleuve Amour, par l'émigration pendulaire chinoise, mais je pense qu'on surévalue largement le problème. Les partenariats militaires, pour une raison qui est très simple. Le terme Europe de la défense est une espèce d'appôt à crétin, mais qui marche très bien d'ailleurs, comme souvent les appots à crétin en France. Mais c'est un peu un serpent de mer maintenant, plus personne n'y croit vraiment. Malheureusement si. Malheureusement si. Tous ceux qui... Vous savez, quand vous avez une élite totalement déconnectée intellectuellement, qui ne pense que par le hors-sol, elle s'accroche comme un mantra, même à des contes pour enfants. La première affiche pour une autre Europe, c'est François Mitterrand contre le général de Gaulle. D'accord ? Bon. C'est une lessive qu'on n'oserait plus vendre au fin fond d'une région arriérée. Il n'y a qu'à Paris et dans 3 arrondissements parisiens que ça marche. Mais ça marche. L'Europe de la défense, ça marche dans 3 bureaux. Plus au Parlement européen. Bon, c'est vrai que ce sont des gens un peu comme Arnaud Danjean ou autres, dont les états de service vis-à-vis de la France peuvent être discutés. Mais, et le président Macron, dans ce discours de la Sorbonne, outre le plaisir d'écouter sa propre voix, a insisté sur ces concepts creux qui ont fait plaisir à sa promo de l'ENA. Bon, point. Or, une vraie vision d'une défense non européenne, mais d'un encadrement par des puissances régionales capables de se défendre, du continent européen, des puissances régionales capables de se défendre, il n'y en a pas 40, il y en a 3. La France, l'Angleterre, la Russie. Et également, dans le voisinage immédiat, une armée solide qu'est la Turquie. Vous avez 2 autres armées moins importantes, mais tout à fait aptes au combat, l'Italie et surtout l'Espagne, à laquelle on ne pense absolument pas, et qui pourtant investit énormément d'un point de vue militaire en ce moment. On voit quelques analyses publiées, entre autres, par mon camarade Nicolas Klein. Il faudrait au moins qu'il y ait des conciliabules à haut niveau sur est-ce que des partenariats militaires sont possibles. Ils doivent être évidemment très limités, très encadrés, parce que l'on touche à des cœurs de souveraineté, mais même pour que les Français voient comment, quoi qu'on pense du développement russe sur d'autres critères, dans d'autres secteurs, le développement militaire russe, particulièrement les annonces technologiques récentes, même si une part sont prospectives plus qu'en actes, sont passionnants. Pourquoi ? Parce que la Russie a utilisé des méthodes, certes qui sont moyennement charlies pour développer son armée, comme diraient les journalistes branchés, mais par exemple, l'armée russe a été sortie en partie des comptes nationaux pour être traitée à part. Et pour être ce secteur qui va aider la modernisation de l'économie par la haute technologie. La France pourrait exactement faire ce type de procédure, au lieu de vendre son armée à la découpe. Mais pour ça, il ne faut pas être effrayé par le tiers commentateur des échanges, que ce soit le SEAE, Service d'action extérieure de l'Union européenne, donc les mercenaires diplomatiques de la Commission, ou que ce soit les otaniens. Là, malheureusement, Emmanuel Macron est piégé par son « en même temps », qui est une alliance de soumission. Je suis soumis en même temps à l'un, en même temps à l'autre. C'était peut-être ça, d'ailleurs, le vrai but du « en même temps ». Alors justement, avec le en même temps, on va passer au sujet qu'on a déjà évoqué, à savoir le nucléaire iranien. On a vu qu'Emmanuel Macron avait beaucoup évolué. Dans un premier temps, il était très favorable. Puis avec la rencontre avec Donald Trump, on a compris que c'était peut-être renégociable. Aujourd'hui, avec la rencontre qui vient de se dérouler avec Vladimir Poutine, on a vu que finalement un cadre semblait se redéfinir, ou du moins qu'il fallait redéfinir un nouveau cadre pour ficeler un nouvel accord sur le nucléaire iranien. On verra que l'Iran n'est pas particulièrement
évidemment d'accord pour renégocier ces accords qui ont mis déjà plus de 10 ans à être négociés initialement. Il n'en reste pas moins qu'on a le sentiment dans cette affaire que Donald Trump est le seul décisionnaire puisqu'il a décidé de sortir de ces accords, alors que, on le rappelle quand même parce que ça peut toujours servir, il y a quand même 8 signataires en tout. Il en reste donc 6 quand on a ôté les États-Unis et l'Iran, dont la Russie, évidemment, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union européenne en tant qu'entité et l'Union européenne en tant qu'entité propre. Comment expliquez-vous finalement cette espèce d'unanimisme derrière les États-Unis où finalement il suffirait que Donald Trump décide de rompre un accord signé pourtant par 7 autres entités pour qu'un accord soit caduc? Alors, pour 2 raisons. Premièrement, ce qui fait peur aux autres signataires de l'accord, et là pour le coup je mets la Russie et d'éventuels autres pays émergents à part. Ce qui fait peur aux Européens, c'est très simple. C'est l'extraterritorialité du droit américain. Bon, pour faire très simple, et c'est tout à fait logique vu que c'est le contre-coup de la domination du dollar. Comme le rappelle souvent l'économiste et philosophe Norman Palma, la monnaie c'est du droit objectivé, c'est du pouvoir pur si vous voulez. Et quelqu'un qui possède la monnaie mondiale, le dollar, s'arroge le droit mondial. Tout à fait normal, logique, qu'on a compris ce que c'était la monnaie. L'Amérique peut frapper de sa loi interne n'importe quelle entreprise qui aurait nui à l'intérêt américain et aurait utilisé un moyen technique ou personnel ayant eu un rapport quelconque avec les États-Unis. Si on veut donner un exemple, c'est une adresse Gmail, quoi. Une adresse Gmail, un compte en dollars, et c'est fini. Aucune entreprise, aucune multinationale européenne ne peut faire une croix définitive sur le marché américain. Ou se voir puni, c'est-à-dire vous avez une amende par les autorités américaines, vous êtes normalisé juridiquement par des standards américains par ce qu'on appelle des monitors, qui vous normalisent à vos frais. Certaines grandes banques françaises les hébergent à la Défense, les monitors. Donc personne ne veut cette humiliation. Vous comprenez qu'une entreprise qui se dit « mais moi, je n'irai qu'en Iran », imaginons, je ne vais pas aux États-Unis. Alors, je suis tranquille, mais les banques, pour le financement de cette entreprise, ne financeront rien. Elles seront mortes de peur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Alors ensuite, on a essayé de battre les œufs en neige en disant, vous savez, on va sortir le règlement européen sur Cuba. Hein. Et vous allez voir ce qui viendra. Et d'ailleurs, Angela Merkel vient de dire ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle conseille vivement à ces entreprises de faire leur baluchon le plus vite possible. Pour une raison qui est très simple, le contre-droit américain, enfin les mesures de réplique, on a les mesures de réplique, il y en a 3 principales. Il y a le règlement communautaire de sauvegarde, qui avait été utilisé partiellement sur Cuba, qui est strictement défensif et qui est tout à fait symbolique. Il y aurait possibilité d'utiliser l'OMC pour concurrence déloyale, parce qu'il est évident que les entreprises européennes qui seront évincées seront remplacées par des entreprises américaines sur le marché iranien. Ça peut faire très mal. Par exemple, un groupe comme PSA tient 30% du marché automobile iranien. Ce qu'on oublie. C'est une vraie réussite pour la voiture française, l'Iran. Et vous avez des procédures de sauvegarde nationales pour les pays que le règlement communautaire n'invalide pas. La Grande-Bretagne pourrait essayer, peut-être, à mesure que le Brexit avance, de le retrouver en réel. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Monsieur Bruno Le Maire, qui n'est jamais en retard d'une idée stupide, a même dit, vous savez, les États-Unis ont un bureau sur les entreprises européennes sur leur territoire. Oui, est-ce qu'ils ont les moyens d'y toucher? Alors, tant qu'à faire, autant étudier des cibles qu'on peut frapper. Mais il est tout à fait normal, quand vous avez un sous-marin lanceur d'engins, que vous étudiez vos cibles. Quand vous avez une Sarbacane, c'est moins utile. Et donc, Bruno Le Maire va faire un bureau. Alors, on est très content, parce que Bruno Le Maire va faire un bureau pour étudier des entreprises qu'il ne peut pas toucher, parce que la vraie limite, elle est là.
Si la France était souveraine, elle pourrait dire une chose très simple. La licence de Goldman Sachs sur la France a pu. Là, d'un seul coup, vous devenez un interlocuteur sérieux. Vous devenez un interlocuteur sérieux. Si vous frappez une entreprise américaine, ce que la structure même de l'Union européenne n'autorisera jamais, vu le nombre de pays qui sont des laquais et des laquais contents. Bon. Alors résultat, on va faire un peu de mousse et on va se coucher. D'ailleurs, Emmanuel Macron, certains ont pesté en disant « Ah oui, mais la reine chancelière a tenu quelques jours de plus qu'Emmanuel Macron avant de se coucher ». Je pense qu'Emmanuel Macron a juste compris une chose, c'est que quand on est habitué à ramper, la colonne vertébrale gêne. C'est tout. Alors justement, on a quand même le sentiment que cette rencontre avec Vladimir Poutine les a rapprochés. Est-ce qu'on peut imaginer, d'une certaine manière, que face à un Donald Trump qui devient totalement imprévisible, ce qui pouvait d'ailleurs, en l'occurrence, se prévoir quand il a été élu, on a le sentiment que peut-être qu'Emmanuel Macron veut se rapprocher de Vladimir Poutine parce que par la force des choses, au moins, c'est un peu plus intangible. Il y a un double message. En réalité... Macron a une diplomatie du selfie. C'est-à-dire, dès qu'il a un problème avec un chef d'État, il va vers un chef d'État qui, sans être une menace directe, a un rayonnement opposé. Rappelez-vous, quand il avait eu un problème avec Angela Merkel, il était allé faire le premier selfie avec Vladimir Poutine. Bon, pourquoi pas? Mais ça ne remplace pas une stratégie. Emmanuel Macron n'a pas de stratégie. Et n'a pas de moyens de force pour la mettre en acte. Donc, il peut faire tous les selfies qu'il veut. Il est vrai que Vladimir Poutine, qui pourrait avoir un passif avec Emmanuel Macron, je rappelle qu'Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin dans la violence verbale, particulièrement sur le cas ukrainien, que François Hollande. François Hollande avait beaucoup nuancé certains propos de la diplomatie française sur l'occupation de l'Ukraine. Emmanuel Macron en a parlé plusieurs fois. Mais bon, Emmanuel Macron et l'emphase verbale, c'est un sujet en soi. La vraie difficulté, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas le prendre au sérieux. C'est pas qu'il ne prenne pas la France au sérieux. C'est comment voulez-vous prendre quelqu'un qui pense que la diplomatie est quelque chose qui se fait au jour le jour. Je vous donne un exemple très précis. L'accord iranien. Donald Trump a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il en sortirait. Et donc, on a attendu le doigt sur la couture du pantalon. Soit dit en passant, il avait aussi, pendant la campagne, expliqué qu'il ne fallait absolument pas intervenir en Syrie, ce qu'il a quand même fait. Tout à fait. Mais, quelle est la situation de Donald Trump? Donald Trump veut sauver au maximum les dégâts des midterms, les élections de mi-mandat qui arrivent l'an prochain. Ce faisant, il a besoin de ses alliés internes. Il a besoin d'avoir une main plus solide que ce qu'il a sur le Parti républicain. Donc, il a besoin du lobby néoconservateur. Et il a besoin de lobbies influents au sein du Congrès. Le lobby saoudien et le lobby pro-israélien, qui ont l'avantage de vouloir tous les deux la peau de l'accord iranien depuis le début. C'était totalement prévisible. Et ça, Donald Trump, qui, comme tout président américain, ne fait pas de politique étrangère, il exporte sa politique intérieure, comme toute puissance impériale. C'était totalement prévisible. On a attendu le doigt sur la couture du pantalon avant de se coucher. Alors, ce que j'aimerais, Pierre-Yves Rougeron, c'est qu'on regarde quelques minutes de résumé, entre guillemets, de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, avec quelques termes qui, à mon sens, qui devront être expliqués. Qu'il s'agisse de l'Ukraine, du Moyen-Orient, autour de la crise iranienne et de la situation en Syrie, et qu'il s'agisse aussi de la manière dont nous voyons le multilatéralisme contemporain. Je crois qu'il nous faut travailler pour prendre des initiatives communes. La France est notre partenaire traditionnel et nous chérissons les relations mutuellement avantageuses avec ce pays. Nous essayons de les développer d'une manière active et nous entretenons avec M. Macron un dialogue politique intense et nous parlons souvent par téléphone. Au fond, ce qu'il nous faut aujourd'hui, compte tenu de notre histoire, de ce moment et des règles que nous avons fixées, et des intérêts qui sont les nôtres, continuer à bâtir une confiance commune. Et je souhaite, pour ma part, que la Russie comprenne que la France est son partenaire européen crédible, ouvert et fiable pour préparer l'avenir.
Alors on voit cette volonté peut-être certes éphémère et de situation de rapprochement, mais on voit même d'ailleurs à d'autres moments qui n'apparaissaient pas là que Emmanuel Macron s'est permis de tutoyer publiquement Vladimir Poutine, ce qui est quand même original dans une réunion publique de haut vol. Et par ailleurs, on voit le fameux terme multilatéralisme qu'Emmanuel Macron maintenant emploie très très fréquemment. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme, vous, Pierre-Yves Rougeron ? Alors, bon, premièrement, c'est vrai qu'il y a, Emmanuel Macron y participe, mais malheureusement c'est un peu dans son être, il y a un relâchement en termes d'us et coutumes diplomatiques. Et malheureusement, ça c'est une américanisation de notre diplomatie, c'est que généralement, on fait passer, disons, des contacts personnels au premier plan pour éviter l'absence de contacts de fond. Parce que il y a un côté service minimum dans ce que font les deux personnages. Mine de rien, quoi qu'on en pense. Le multilatéralisme. Bon, le multilatéralisme qui s'opposerait, alors évidemment, la tarte à la crème à l'unilatéralisme américain en l'espèce. Le problème, c'est qu'on est très très loin. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a remis au goût du jour toutes les vieilleries poussiéreuses de la guerre froide, à commencer par le terme de monde libre. Pour parler de la fameuse communauté internationale, c'est-à-dire quelque chose qui commence grosso modo à Berlin pour s'arrêter à Los Angeles, dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il vient parler de multilatéralisme. Après avoir parlé du monde libre, après avoir attaqué un pays souverain comme la Syrie. Alors justement, est-ce que finalement... tout ceci n'est pas crédible. Ce terme de multilatéralisme, est-ce que finalement il n'est pas significatif quand on le prend face à ces nombreuses décisions qui ont été prises unilatéralement ou presque, sans le consentement du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple ? Comme l'attaque sur la Syrie. Comme l'attaque sur la Syrie, à laquelle Emmanuel Macron a participé. Précisément, mais est-ce que finalement, ce multilatéralisme ne veut pas dire que ces institutions internationales, de la pseudo-communauté internationale, sont en train de s'évacuer toutes seules ? Alors, toutes les institutions post-45 sont tous les legs de la guerre froide, de l'Union européenne au FMI, sont en train de s'amenuiser. Et ont certainement vocation à disparaître. Bon, si l'Union européenne pouvait nous faire le plaisir de mourir en premier, pourquoi pas. Je mettrais l'ONU pas tout à fait dans le même sac. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'ONU, c'est pas l'Union européenne. L'ONU, c'est civilisé. Un État, une voix. C'est ça le principe d'une diplomatie civilisée. Un État, une voix et une décision que personne ne respecte plus. Certes. Alors attention. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. L'ONU, et particulièrement en France, l'ONU et ses organes spécialisés gèrent des milliers d'accords internationaux qui se passent pas si mal que ça. Ensuite, que l'ONU puisse être améliorée, c'est certain, mais il faut maintenir un espace de contact où même les plus petits États, parce que derrière il y a les peuples, aient une dignité. Ensuite, ça ne nie pas le rôle des puissances régionales. Mais comme Vladimir Poutine a su le faire, il ne faut jamais oublier une chose. Vladimir Poutine, on parle de l'ancien KGBiste, on parle du stratège, on lui prête en plus un côté docteur Mabuse derrière les nuages qui manipule à peu près tout. D'ailleurs, dès qu'un ministre français a un chat dans la gorge ou un corps au pied, c'est la faute des Ruskov. Mais on oublie que Vladimir Poutine est aussi un juriste. Et que la Russie a assis sa stratégie internationale sur le droit international et que ça a été payant. Et que pour un pays comme la France, qui a été écouté au maximum encore il n'y a pas si longtemps, à l'ONU ou à travers le monde, par exemple, cas typique le discours de Villepin, la parole de la France étant amenuisée, cette stratégie peut inspirer la France pour recouvrir une place dans le cœur de ses alliés et de ses amis traditionnels et de ses alliés et amis potentiels. Parce qu'aujourd'hui, dans l'avenir, la question qui va se poser pour les Européens de l'Ouest en particulier, pour les Américains pas tout de suite, et même à longue échéance, mais pour les Européens de l'Ouest, il y a une question qui va se poser sur la scène internationale. Être des nains
dont la parole ne vaut rien. Et ça va être vachement compliqué. Et Vladimir Poutine, pour faire, entre autres, effacer l'impérialisme soviétique et l'unilatéralisme soviétique, a assis sa stratégie sur le droit international, a assis sa stratégie sur une diplomatie active à l'ONU. Il est peut-être temps qu'on, vu qu'on est doué pour nous en ce moment pour maintenir les carreaux fêlés, il est peut-être temps qu'on y pense. Or, construire un vrai Westphalie planétaire, construire une multipolarité qui ne soit pas un arbitrage impérial entre Pékin et Washington, ce qui pour l'instant est en train de naître. Pour ça, il faut avoir une voix et proposer quelque chose au monde. Le problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas chef d'État, parce qu'il faudrait qu'il soit un chef et qu'il ait un État. Il est gouverneur de l'Euroland France. Point. Mais malheureusement, il entre beaucoup dans ce rôle. Alors après, il fait des phrases. Bon. Oui, comme au poker, quand on n'a pas de carte, on bluffe. Merci pour cette conclusion toute trouvée, Pierre-Yves Rougeron. Je vous remercie beaucoup d'être venu à TV Liberté. C'est moi, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On est arrivé à la fin de cette émission. N'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé et qu'on a été géniaux. Et on se retrouve la semaine prochaine.